moi je m'appelle Marie-Tessot de Bimpousse. Je suis arrivée en 72 à Bienne au moment de la création de la Ligue et j'ai parcouru toutes les étapes jusqu'à la dernière sans savoir exactement que c'était la dernière. Donc fin des années 80. Et à ce moment-là, j'étais dans un virage professionnel puisque je reprenais des études et on lançait la création de F. Alors, à l'échelle biennoise, on va situer à peu près dans les années 80, on était une trentaine de membres, d'âges différents. Entre la vingtaine, les premiers étaient rentrés à 16, 17, 18 ans et les autres arrivaient à la 30, 35 ans. On était répartis dans différents secteurs professionnels. Et nos secteurs professionnels ou nos secteurs d'intérêt politique étaient en fait le motif pour créer des groupes de travail qu'on appelait des cellules. Donc on avait l'Assemblée générale avec tous les membres qui se réunissaient, je crois, à peu près une fois par mois. Et on avait un groupe, sorte de bureau de direction de l'équipe, qui s'appelait direction de ville, qui se réunissait, elle, je pense, à peu près toutes les semaines pour voir les actions au fur et à mesure, les distributions de tracts, les nouveaux thèmes, les ordres du jour, etc. Et les membres de l'Assemblée générale étaient regroupés par sujet. Il y avait la cellule ouvrière, la cellule femmes, la cellule service public avec les enseignants et l'hôpital, et puis la cellule jeune, évidemment. Et puis, selon les périodes, il y avait un groupe anti-impérialiste ou il y avait un groupe sur l'AKV, enfin les anti-nucléaires, ça dépendait des périodes. Et ces groupes-là avaient des activités à l'extérieur avec d'autres dans des activités sociales, dans des mouvements sociaux. Mais la Ligue était le lieu où il y avait le travail commun, la catalyse, la synthèse d'une pensée politique et d'une action politique cohérente. Alors, on va se situer. Alors, d'abord, Bienne a été vraiment le lieu de la crise horlogère depuis le milieu des années 70, jusqu'en 82, la fermeture de Bulova, avec licenciement sur licenciement sur licenciement. Il faut bien se rappeler que l'industrie horlogère dans l'arc horloger, Bienne et l'arc horloger, occupait 100 000 personnes au début des années 70. Il en restait 33 000 en 90, un tiers du total. Les chiffres sont avérés, je les ai retrouvés dans le journal des associations patronales que j'ai dans mes dossiers. Donc la crise horlogère a marqué très très fortement la ville de Bienne et les camarades qui ont perdu aussi leur travail comme Paul. Alors on va prendre l'exemple de la campagne travail de nuit contre le travail de nuit des femmes. La Suisse avait loupé totalement le virage de l'industrie vers l'électronique. Donc les pièces, les modules arrivaient d'Asie et ils devaient être contrôlés. Le contrôle des pièces d'horlogerie requérait un travail très rapide et des machines très performantes. Pour faire fonctionner des machines très performantes, il faut les faire travailler jour et nuit par des personnes expertes pour ce type de travail. Et l'expérience a été conduite par Ebochessa à Marin. Les ouvrières d'Ebochessa nous ont donné un jour, à nos camarades de Neuchâtel, l'argumentaire que l'entreprise avait donné. Noir sur blanc, parce que les femmes ont des compétences de méticuleuses, qu'elles sont habituées à regarder un modèle de tricot et à repérer les erreurs dans un modèle de tricot, elles sauront naturellement détecter les erreurs sur une pièce d'horlogerie. Il n'y avait pas mieux. C'était une
démonstration absolument claire d'un de nos thèmes féministes qui est non aux compétences innées, alors que les compétences sont toujours des compétences acquises, développées, entre autres par la socialisation des personnes. Donc non, les femmes ne sont pas nées pour faire ce genre de travail. Donc on avait une argumentation théorique liée au débat du mouvement femmes. On avait le point de vue des femmes qui nous disait « mais nous, c'est comme si on était des robots. On travaille à ces machines, encapsulés dans des cottes en plastique, etc. On est comme des robots. Donc, campagne, robots jour et nuit, non merci. Travailler à la chaîne, non merci. Les compétences innées, naturalisées, non merci. Mais il nous fallait des arguments complémentaires, donc on est allé chercher nos camarades médecins pour nous donner les arguments concernant qu'est-ce que c'est que les conséquences néfastes sur la santé du travail de nuit. Donc voilà, tu vois, l'organisation d'une campagne, c'était les informations reçues des ouvriers, c'était les éléments théoriques qu'on pouvait détecter, c'était l'analyse des textes, c'était aller chercher des informations, c'était aller chercher chez des spécialistes des données, et à partir de là, on a toutes les données. Alors, derrière ça, il y avait le débat juridique, parce qu'il s'agissait d'abroger le droit du travail sur lequel il y avait une interdiction du travail de nuit pour les femmes, hors les secteurs indispensables comme la santé. Et là, on a travaillé au niveau juridique et on a pu mettre le tout ensemble et on a développé le manifeste contre le travail de nuit, perversion de l'égalité. Et là, se créait le débat entre les personnes, les organisations syndicales entre autres, Parti socialiste entre autres, qui disaient « mais le travail de nuit c'est une bonne occasion parce que comme ça on aura des salaires meilleurs ». Et nous on disait sur le principe « non, on ne peut pas accepter ». Alors tu vois, il y avait toute l'imbrication de ces éléments-là. Alors derrière ça, faire les affiches, faire les caricatures, rédiger les documents, et c'était extrêmement enthousiasmant. Organiser les manifs de nuit aussi avec des lampions. Alors voilà, 82-84. Mais je crois que c'est important. Par exemple, tu écoutes les ouvrières ou les ouvriers, dans le cas présent. Quand elles te disent « nous, on ne veut pas être des robots sur une machine où on voit passer les pièces. » Robots jour et nuit? Non merci. Le slogan, il est créé, il est sensé, il est parlant, il est explicite. Donc, c'est l'adéquation avec un mouvement social, avec la réalité, et puis l'écoute des gens et la dignité de la personne. En fait, les ouvrières, elles s'y retrouvaient. Alors après, au niveau juridique, on travaille un peu autrement. C'est au niveau de la santé, au niveau médical, on travaille autrement. C'est comme ça qu'on arrivait à faire le travail. Évidemment, l'idée d'une manif de nuit, c'était évident, puisque on faisait travailler les ouvrières. Alors, on a fait une usine avec des fenêtres, et puis on avait les lampions derrière les fenêtres. On se promenait dans la rue avec une façade d'usine éclairée, par exemple. Il faut que ça parle aux gens, il faut que ce soit aussi médiatiquement utile. Hein? Donc les photos, la télévision, etc. Il faut penser à tout ça. Et puis c'est en discutant. C'est en discutant, les idées, elles naissent. C'est effervescent, une campagne, c'est pas programmé. Alors, un collage, on pourrait raconter d'abord comment on se donnait rendez-vous. Alors, je te téléphone et je te dis, écoute, ce soir, on a une fondue. Toi, tu apportes les baguettes, moi, j'apporte le caclon, et toi, tu apporteras le fromage. Ça voulait dire, le caclon, tu avais le seau avec la colle et les rouleaux pour la peinture. C'était en langage codé, de façon à ce qu'on savait qu'on était écouté jour et nuit,
que les écoutes téléphoniques fonctionnaient extrêmement bien, sauf quand ils se trompaient, parce que ça m'est aussi arrivé de téléphoner à quelqu'un, et puis je dis, ah ben, j'étais en train de téléphoner à Jacqueline, et puis j'entends Amélie. Je dis, Amélie, je ne t'ai pas appelée. Elle dit, moi non plus. Alors on rigolait, puis on disait aux flics, écoutez, est-ce que vous pouvez rebrancher les bons câbles, parce que vous êtes en train de nous mélanger, on ne s'est pas appelé là. Les collages, alors ça, les collages, c'était très très fréquent, comme Fritz en a parlé tout à l'heure. Alors moi, j'allais souvent coller avec Paul, mon mari. Alors c'était tout simple, parce que quand on voyait les flics passer, on ne s'est jamais autant embrassé dans la rue que quand on collait, les mains pleines de colle. Alors, ils n'osaient pas nous déranger. Et après, quand ils étaient passés plus loin, on repartait. Quand on a fait les peintures sur l'Ypres, sur la route de Neuchâtel à l'époque, les flics sont arrivés parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient des indiques ou des gens qui annonçaient pour le bon ordre. Donc les flics étaient souvent bien au courant de ce qui allait se passer. Et là, ils sont arrivés et Paul, ils l'ont cherché. Ils ne le trouvaient pas, alors qu'il n'y avait pas 36 endroits puisque c'était le bord du lac, etc. Sauf qu'il était monté dans un arbre, puis il attendait simplement que les flics passent pour pouvoir redescendre. Alors ils n'ont pas toujours eu la bonne cause, mais quelquefois on est arrivé aussi en panier dans les paniers de police, dans le poste de police. Ça, c'était aussi... ça arrivait. Alors, je peux déjà dire, je suis arrivée en 72 à Bienne. J'étais donc une inconnue totale. Je postule à l'Oméga comme secrétaire dans le domaine, comme j'avais plusieurs langues que je pouvais utiliser. Je suis engagée. Et au moment de partir, le chef du personnel me dit, mais est-ce que je pourrais avoir votre nom, puisqu'on attendait que je sois mariée, pour pouvoir commencer la semaine d'après, parce que je ne pouvais pas travailler avant. Donc j'annonce saut de bain, devient vert. Il me dit, quoi, saut de bain? Je dis, oui. Votre mari, c'est qui? Je dis, c'est Paul Saut. Vous savez ce qu'il fait? Je dis, oui, il est horloger. Mais vous savez ce qu'il fait? Il distribue des tracts. Bon. Il appelle sa secrétaire, il dit, allez chercher le dossier. Paul Saut-de-Bain. Paul avait travaillé à l'Oméga quelques années avant. Il ouvre le dossier, j'ai eu juste le temps de voir la première page tout écrite en rouge. Il dit, vous pouvez revenir dans 3 jours, la décision est trop importante, je ne peux pas décider votre engagement. 3 jours après, je recevais une petite enveloppe avec un demi-salaire et la secrétaire me dit, vous avez droit à un demi-salaire, c'est contractuel, mais... Et elle baisse le ton, elle me dit, inutile de chercher du travail à Bienne. Tout le service patronal, l'association patronale connaît votre histoire. Il m'a fallu bien des années avant de retrouver du travail. Quand j'ai postulé dans l'enseignement, je n'ai pas eu de poste. Et dans mes fiches de police, c'est écrit noir sur blanc qu'à l'école de Madretsch, je n'ai pas eu, à l'école X, je n'ai pas eu. Et même quand j'ai postulé... à l'orientation professionnelle à Bienne, où c'était les socialistes qui étaient à la direction. On m'a dit, oh, on sait que ce serait important que tu trouves du travail parce que Paul est au chômage en tant que chômeur de l'horlogerie, mais tu vois, on ne peut quand même pas te donner un poste aux œuvres sociales, à l'orientation professionnelle. Donc la répression, elle était féroce. Alors il a fallu quelques années avant de reconstruire une place professionnelle, mais j'avais trouvé ma place autrement. Bon, en arrivant au conseil de ville, le premier jour que je suis arrivée au conseil de ville, sur ma place, sur mon pupitre, il y avait une jolie enveloppe cernée de noir, une menace de mort, qui a valu une recherche et on a retrouvé l'auteur, qui était un éminent militant d'extrême droite de l'époque. Oui, c'est
quelques aventures de ce genre. Ce qui fait que, après avoir eu cette menace, j'ai été accompagnée pendant plusieurs semaines quand je circulais le soir. Il faut regarder le paquet de fiches. J'ai reçu mon paquet le jour des 18 ans de mon fils. En rigolant, je lui dis, on va regarder à ta date de naissance. Eh bien, à la date de sa naissance, il y avait une page entière où Madame Soudbin a donné naissance à un enfant à l'hôpital. Notre vie était surveillée de A. On ne peut pas dire de A à Z parce qu'il y a plein d'événements qui n'ont pas été surveillés. On habitait un appartement qui était à la place de la Fontaine et je pense que c'était très facile de surveiller de différents points. Et les faits et gestes ridicules comme qui entre à la maison, qui sort. On a vu Madame Soudbin sortir de la voiture, immatriculée tant, rencontrer un homme inconnu de nos services, rencontrer une femme qui ressemblait à... Elle lui a donné un paquet, etc. Comme si chaque paquet était une bombe, alors que c'était probablement un paquet de journaux de la Brèche ou de tracts. Mais c'est un sentiment très sale, très humiliant aussi, de savoir que ta vie a été épiée. Elle a été violée d'une certaine façon. Heureusement que j'ai su ça que 15 ans après, même si on le savait. Et puis il y a aussi le fait qu'en 73, Jean-Michel Doliveau, Paul et moi avons été accusés de vol d'explosifs à Airolo au Tessin. Des explosifs, je n'en ai jamais vu la couleur. Airolo, je ne connaissais pas. C'était très probablement un motif fictif pour nous mettre sur écoute téléphonique. Parce que notre appartement, on habitait avec Jean-Michel à cette époque-là, était vraiment sous surveillance. Voilà, c'est quelques petits événements qui ont marqué quand même la vie. Bon, quand on a annoncé qu'on allait avoir un enfant, c'était pas la réjouissance générale autour de nous. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était pas la priorité. La révolution était prioritaire. Ce qui fait qu'il y a eu une pression très forte à notre égard, c'est de continuer à faire comme avant. Donc le rythme des séances n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé très fort, c'est qu'il y a eu un accueil très chaleureux. Les camarades se sont très souvent proposés pour garder David quand il y avait des séances le week-end. Et les séances ont eu plus souvent lieu à la maison chez nous, de façon à ce que ce soit plus facile. Mais au niveau rythme, ça n'a pas été très limité. Et quand je regarde, le lancement du CISC a été fait, la rédaction de l'initiative et tout a été fait pendant mon congé maternité. Et le congé maternité était 10 semaines à l'époque. Hein. Donc comme tu vois, il ne s'agissait pas de perdre de temps. Tout ça a été aussi une force incroyable parce que c'était du plaisir partagé, c'était des échanges avec les camarades, c'était une effervescence aussi intellectuelle parce qu'il fallait lire, il fallait comprendre, il fallait analyser, mais il fallait, c'était pas un devoir, c'était un intérêt profond. Et puis j'ai beaucoup appris pour mon engagement professionnel qui a suivi.